Bonjour à tous, bonjour à tous, chers Atelier Soul. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Atelier Time, le podcast qui parle de la mort et du deuil sous toutes les coutures. Aujourd'hui, on se fait un petit épisode tout en improvisation, donc je ne sais pas ce que je vais dire, va être ma prochaine phrase, quel va être mon prochain mot. Tout ça parce qu'on accueille Antoine de Drôle de Sensible aujourd'hui pour justement en parler. Un petit épisode enregistré un dimanche matin pluvieux, pas réveillé, donc en mode très tranquille, très doucement, et puis surtout pour essayer de mettre un petit peu de soleil, un peu de bonne humeur dans nos vies. Vous écoutez un épisode du podcast Atelier Time, le podcast qui explore le deuil et la mort sous toutes les coutures. Atelier Time. Atelier Time. Atelier Time. Atelier Time. Atelier Time. N'arrête jamais de prendre soin de toi. Salut Antoine, comment ça va? Ça a commencé là, le salut, ça va? Bah écoute, ça va très bien, ça va très bien. Moi, il fait beau, donc écoute, ça permet de me réveiller tranquillement. Et toi, comment vas-tu? Écoute, moi du coup il fait pas beau comme je l'ai dit en introduction, petite nuit insomnie, petit réveil un peu compliqué. Je suis contente d'être à la maison et d'être pas en pyjama mais presque. Bah ouais. Donc voilà, on va dire que ça va à peu près. Très bien, très bien. La première question que je pose toujours à mes invités, c'est généralement un exercice, qui est un petit peu difficile pour eux. Mais du coup, j'ai une autre question à te poser avant, il faut que tu me répondes par oui ou par non. Ok, oui. Est-ce que toi est-ce que pour toi, l'exercice de se présenter, c'est difficile? C'est pas si difficile pour moi. Donc, OK, donc la réponse c'est non, du coup. OK. Alors, s'il te plaît. J'ai l'impression que c'était un quiz, tu sais, de. La réponse c'est quoi? Putain, 24 000 euros, bordel! Grave. Ok. Non, tout va bien. Et donc, je Non, dois me c'est présenter au juste peuple français. C'est ça. alors tu dois te présenter au peuple français, OK. aux auditeurs qui nous écoutent, Ouais. en utilisant le mot savon, Ah, en utilisant le mot pipistrelle attends, et mais en utilisant le mot il champomis. faut que je les note. Putain. On Savon? commence très, très fort, hein. Savon quoi? Savon, Ouais. savon, pipistrelle, Pipistrelle, ouais. Je sais pas ce que c'est, OK. c'est une chauve-souris normalement. Ah OK. Mmh. Normalement, ça peut ne pas être ça. D'accord. Non, il me semble que c'est une chauve-souris et j'ai dit quoi? Champomis. Champomis, OK. Alors, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis, créateur de contenu, sur la thématique de l'hypersensibilité. L'idée, c'est quelque part de savonner cette image qu'on a souvent, de l'hypersensible victime de sa vie, par des rires, par de la dédramatisation et donc d'éliminer un peu cette vision, très scabreuse, et presque, voilà, la représentation d'un pipistrelle, démoniaque de, «Oui, je suis hypersensible, je suis comme ça et puis, ça va être comme ça toute ma vie», et devenir un peu plus acteur, en fait, justement de sa vie, par l'outil de l'improvisation, le jeu de rôle, et apporter, bah, quelque part de la joie, telle une fête, d'adolescent avec plein de champomis, dans sa vie. Voilà, c'est à peu près ça. Ça, c'est la version courte. La version longue, ça serait, bah, ouais, de pouvoir, se réapproprier, en fait, sa vie, sortir un peu de toi, tu fais de la couture, donc ça te parle. L'hypersensibilité, c'est un morceau de tissu dans un patchwork qui est beaucoup plus vaste, puisqu'on a son expérience de vie, on a, bah, voilà, sa culture. L'hypersensibilité, c'est une caractéristique parmi tout ça et donc le jeu de rôle, c'est, par le jeu, quelque part, se jouer de ça. Se jouer de ces caractéristiques, de voir que finalement, on est capable tous, qu'on soit introverti ou extraverti, de jouer n'importe quoi. Et si tu es capable de jouer n'importe quoi, tu peux être n'importe qui. Donc, tu peux te sortir de cette position de victime. Voilà un peu Exactement. le
le concept général. Est-ce que ça te plaît comme présentation? C'est parfait, j'aurais pas rêvé mieux. Voilà, Hem, alors il faut que les auditeurs sachent que, c'est le deuxième épisode qu'on enregistre ensemble, sachant que le premier a été dans des conditions conditions, cabreuses. techniques extrêmes. Mm, c'est vrai. Voilà, donc ça a été, ça a été, inexploitable, on va dire ça comme ça. Ouais. Mais du coup, dans le premier épisode, je te demandais un petit peu ton parcours, ce qui a fait que tu en es arrivé là où tu en es aujourd'hui, c'est-à-dire à proposer des ateliers d'impro, aux hypersensibles et puis même de façon Ouais. très générale à tout le monde. Mhm. Parce que tout le monde est en capacité de le faire et de se lancer là-dedans. C'est vrai. Donc voilà, vas-y, raconte un petit peu ta vie. Le début pour moi du jeu de rôle, ça a été en fait déjà chez moi. Ça a été chez moi, dans ma famille, parce que en fait, j'ai vécu dans des situations assez horribles en fait, en vrai. C'était insalubre, c'était dans un environnement toxique, beaucoup de violence psychologique, même de la violence tout court. Et en gros, pour moi, le fait de jouer, c'est une manière pour moi d'exprimer des émotions, des choses qui étaient trop dures à porter pour moi seul. Donc j'avais un peu le rôle, euh, avec mon frère, on avait quelque part le rôle de parent pour nos parents. Et de ce fait, c'était hyper difficile à porter parce qu'en plus de ça, on n'avait pas de soutien extérieur d'un point de vue, je sais pas, à l'école ou des trucs comme ça, parce que quand tu vas à l'école, tu vois les autres enfants qui ont une vie normale. Donc tu te dis, ok, bon, moi, j'ai une vie chelou, donc déjà, j'ai pas confiance chez moi, je vais pas avoir confiance chez les autres. Donc mon refuge, ça a été le fait de jouer de jouer, en fait, de jouer des histoires qui duraient même pendant 3 ans, tu vois, genre, c'est-à-dire je commençais une histoire et tous les jours, bah, je jouais en fait chez moi et ça me permettait d'avoir bah, quelque part une vie imaginaire avec des personnages qui avaient des émotions, qui avaient des caractéristiques et je vivais à travers eux. Donc ça me permettait, moi, de survivre, je dirais. Ce truc-là de différence, de se sentir extrêmement différent, je l'ai revécu après plus tard, quand je suis arrivé au Luxembourg. Enfin, on reviendra un peu après, sans envie, sur le milieu, tu vois, mais le fait est que je suis arrivé au Luxembourg, j'ai eu différentes expériences dans ma vie de taf, tu vois, dans différents pays. Et en fait, dans chacun de ces pays-là, j'avais pas je trouvais pas cette place, tu vois. Moi, dans ma tête, c'est en mode, c'est à cause de la culture française. Donc, je suis parti au Maroc, je suis parti en Indonésie, j'ai un peu vécu aussi en Irlande. Donc, j'ai vécu dans des pays très différents. Et une fois arrivé au Luxembourg, j'étais avec quelqu'un qui m'a dit: «Ah, mais tu devrais checker le sujet du HPI», tu vois. Je vois pas le rapport. Pour moi, c'était pas lié à ça. Donc, bon, bref, j'ai quand même passé le test. Et effectivement, avec le confinement, bah, ça m'a permis de comprendre une caractéristique parmi les autres. Et la caractéristique forte qui se dégageait, c'était au niveau de la communication. Tu vois, c'était vraiment la sphère chez moi qui était la plus, on va dire, avancée. Et en fait, simultanément à ça, j'étais avec ma meuf de l'époque et j'ai dit: «Ouais, vas-y, viens, tu sais quoi, on va faire de l'impro», tu vois. Mais de façon sans contexte spécifique. Donc on en a fait, ça a duré 1 an. Et puis il y a eu le confinement, donc génial, ça s'est arrêté très vite. Et après, je me suis dit: «Vas-y, j'ai envie de créer un truc. Je trouve pas ma place, donc je vais créer un truc». Je vais créer un univers, donc j'ai créé du contenu sur YouTube. Et après, j'ai commencé à créer sur Insta, parce qu'on m'a dit: «Vas-y, mais balance des trucs sur Insta». Et j'aimais pas Insta à la base, je trouve ça merdique. J'étais en mode, franchement, voir la vie des gens, faire des danses ou des machins, ça m'intéressait absolument pas. Ça m'intéresse toujours pas. Parce que je ne suis pas un consommateur de contenu sur les réseaux, en fait. J'aime pas trop ça. Je préfère créer, et c'est aussi pour ça que, en fait, j'aime pas trop l'influence du contenu parce que je veux garder, bah, quelque part une espèce
Je veux rester vierge, voilà. Et de ce fait, bah, finalement, j'ai créé du contenu en faisant des sketchs et je me suis dit: «Putain, en vrai, je pense que cette capacité-là, c'est un outil oufissime» parce que moi, ça m'a aidé toute ma vie dans des situations difficiles et pour les personnes qui me suivent, il y en a beaucoup qui ont des vécus très complexes et je pense que ça peut leur apporter. Mais pour eux, cette activité-là, c'est pour beaucoup quelque chose de très compliqué. Donc je me suis aventuré dans un truc très compliqué parce que les gens, de base, sont dans le refus de cette activité. Donc je me prends des vents et des non tout le temps, alors que je sais pertinemment que ça peut les aider. Et quand en fait ils passent ce cap-là, ils se disent: «Mais c'est ouf, ça m'aide de malade». Mais pour arriver à ça, bon bah bref, il y a toute une partie à faire. Voilà, Voilà. il y a tout un parcours. Voilà, voilà, exactement. Donc, voilà comment ça s'est fait et je suis trop content parce que je vois des parcours de vie et des personnes qui trouvent, beaucoup de confiance en eux, alors qu'ils se sentaient incapables de ça et ça, c'est beau. C'est beau de tirer. C'est rigolo parce que c'est vraiment, ce que j'ai envie de te dire, c'est très, très banal, mais c'est un peu ce que je vis aussi, tu vois? Alors, pour les auditeurs et ceux qui ne le savent pas encore, parce que j'ai déjà parlé de drôle de sensible une paire de fois sur mon compte, hein. Peut-être que vous êtes déjà saoulés de C'est voir Antoine il faut partout, il faut les saouler au point où ils se disent: «Autant être saoulé par le truc en voilà, lui-même». voilà, exactement. Mais, mais c'est vrai que, alors j'ai pas forcément le même début que ce que tu dis. Mmh. C'est-à-dire que tu m'as pas recrutée, c'est, Christine du coup qui est venue, au début de l'année, sur le podcast. Christine la coach, qui est Ouais. venue m'interviewer sur mon propre podcast, et qui m'a dit: «Bah viens, il y a un atelier d'impro, viens». Et elle m'a pas dit plus, tu sais? Elle m'a pas dit, juste Ah! elle m'a dit: «Viens en fait, Elle a viens bien et tu fait. verras et basta quoi». Et c'est comme ça que je suis tombée dans le truc entre guillemets, un peu dans le Chaudron. chaudron de potions magiques. Parce que du coup, bah, j'y suis toujours et j'y suis même plutôt investie Mmh. parce que ça me permet effectivement de découvrir en fait plein de choses, sur moi, plein de choses sur la façon dont je fonctionne et dont les autres fonctionnent, pas forcément que les Mmh mh. hypersensibles parce que tu as majoritairement des hypersensibles et cetera et effectivement des personnes avec des parcours, difficiles mais pas que. Et c'est un vrai vivier, c'est un vrai réseau, c'est une belle communauté que tu as créée et dans lequel on est vraiment bien et c'est un safe place, en fait, pour tester plein de trucs, pour se Mmh. tester soi et se mettre au challenge et cetera et cetera. Mais ça permet vraiment de se développer, plein de choses et c'est rigolo parce que ton parcours, alors d'une part, tu as fait de ton mode de survie, un business et une vraie façon de vivre pour le coup et ça c'est assez inspirant et c'est très, très beau et en même temps, je trouve que c'est inspirant aussi dans le fait de se décomplexer, de se déculpabiliser par rapport à ce que les autres, pensent, ce que les autres vivent, qui peuvent nous faire vivre en retour et cetera par rapport à, alors en particulier par rapport au deuil. J'ai vraiment du coup toujours cet accès-là, Mmh mh, mmh. Ouais. en tête. J'ai pris l'habitude, mauvaise ou pas, je ne sais pas, de tout ramener, à la mort et au deuil, mais voilà. Et en fait, ça me faisait penser au fait que, vraiment quand on perd quelqu'un, on a le droit de tout faire. Il y a aucun interdit, il y a aucun, comment dire? Tu vraiment le droit de t'exprimer par rapport à ça. Mmh. Tu as le droit de créer, en fait, tes obsèques, ton hommage, ta façon de faire et cetera. Il y a des choses qui se développent de plus en plus, mais c'est voué à et ça tient qu'à l'imagination de chacun. Évidemment, on essaye de de rester dans le respect des autres et cetera, bien entendu. Mais, je trouve que c'est alors c'est un mot très à la mode et j'aime de moins en moins l'employer, mais c'est une forme de résilience Ouais. qui est, de se respecter soi et ses émotions et aussi d'arriver à en faire quelque chose et d'avancer avec. Mmh. Voilà. Je rejoins, le sujet du deuil parce que,
L'improvisation, c'est savoir faire du deuil rapidement, en fait. Si tu sais faire Mmh. de l'impro, tu fais du Ah, deuil. C'est comment je pourrais dire ça? C'est, valoriser cette compétence de résilience et d'acceptation du deuil parce qu'en fait, tes personnages, que tu crées, en fait, tu vas les faire mourir au bout d'une minute. D'ailleurs, il y a un exercice que j'aime bien, ça fait longtemps que j'ai pas fait, c'est la mort théâtrale, c'est-à-dire jouer une situation et à la fin de ta scène, tu vas faire tuer ton personnage et ça, en fait, c'est incroyable parce que, ça te permet de te détacher, alors, d'un point de vue créateur, de ton œuvre. mmh, Parce qu'en fait, souvent, la problématique aussi chez les et c'est pour ça que moi j'ai un axe très marrant sur, mon compte en tant que tel. J'ai pas de suite logique. Il y en a, il y a des épisodes qui sont liés, mais chaque œuvre est différente. Et c'est-à-dire que mmh, moi je crée des œuvres qui sont presque éphémères. Alors que la tendance sur les réseaux, c'est faire des œuvres qui soient, dans une continuité, tu vois? Et ça crée une dépendance chez le, créateur avec son œuvre. Ça crée un lien qui est très fort, c'est quelque chose de cool, mais ça crée aussi une dépendance mmh, et en fait, ce qu'on constate, c'est que ça en fait, les personnes qui vivent ça, ils ont un ego de ouf. Ils ont un ego de malade et ça, c'est problématique. Pourquoi? Parce que, en fait, ils vont pas se remettre en question, donc ils vont pas avoir cette capacité de remise en question. Ils vont développer un lien, qui est presque irréel avec leur, personnalité puisque, ils vont se situer un petit peu, comme un dieu, en fait. Mais c'est normal parce que c'est un réflexe, de, heu, quelque part de survie parce que le taf en question, il est difficile. Donc leur protection, c'est leur ego. Et en fait, l'impro, c'est tuer son ego. Tu tues mmh, ton ego parce que tu te mets dans des postures où tu es pas à l'aise, tu te mets dans des postures où, finalement et puis moi j'aime bien faire ça, je veux vous mettre dans des postures où vous êtes pas à l'aise en fait. Parce que, hem, c'est dans ces moments-là qu'on gagne aussi en humilité. Parce que vous êtes pas capable de tout aussi et donc ça permet de se rappeler que vous êtes humain, il y a des trucs où moi j'arrive pas non plus, où, bah, finalement, vous êtes face à des difficultés et c'est normal et en fait, ça va former, plus des presque des entrepreneurs que des artistes. Les entrepreneurs, ça va être les entrepreneurs qui réussissent, ça va être des personnes, c'est un type de profil, qui doit improviser constamment dans leur vie. Parce que en fait, la vie, l'évolution de leur écosystème est tributaire de leur capacité à remettre en question, leurs actions. Parce que en gros, si un truc ne marche pas, il y a des chances que ça soit parce qu'il y a une stratégie qui est mise en place qui ne fonctionne pas. Et si mmh. ça ne marche Ah bah, pas, c'est que en général, la personne est toujours dans un axe. Par exemple, j'ai une pote, qui est entrepreneuse, qui fait un lancement et cetera. Je lui dis: «Bah, je pense que ton modèle, tu l'as déjà fait deux trois fois et tu as eu des résultats et tu vois bien qu'en fait, il va pas fonctionner ce modèle-là», tu vois? Et elle réinsiste et je fais: «Je pense que là, tu t'entêtes parce que» et c'est normal, hein, il y a ton ego qui parle et aussi, bah, en fait, la réalité de ce que tu dois faire est trop difficile d'accès pour toi. Mais je le comprends, mais faut le savoir, tu vois? Et donc faut mettre ton ego de côté et en fait, c'est marrant parce que je pensais être, plus lié à l'art et je me rends compte qu'en fait, c'est plus dans l'entrepreneuriat que ça me parle parce que les entrepreneurs, ils font toujours face au deuil, en fait. Tu fais le deuil de tes projets. Le truc ne marche pas, tu dois accepter d'arrêter parfois. De te dire: «Cette méthode, il faut arrêter de la faire parce qu'elle est en train de te tuer toi. Donc il faut que mmh. toi, tu la Ah bah, tues toi». exactement et il y a même c'est même plus, plus qu'entrepreneurial pour moi parce que, il y a un côté, schéma.
tu sais, on parle souvent quand, en particulier quand on fait des thérapies psy, machin et cetera, on parle de schémas de pensée, schémas de fonctionnement, schémas familiaux et cetera et je trouve que ça s'applique aussi à ce truc-là dans le Ouais, ouais, sens où, tu peux être confronté en atelier à des situations, qui ont été difficiles à vivre, en particulier dans les impros, communication non violente et libération émotionnelle qui sont pour le coup là-dessus très puissantes parce que, mmh, bah, en fait, tu pas le choix d'être confronté à ces schémas-là mmh, qui te posent problème à toi et qui te bloquent un peu dans ta vie. Donc effectivement, tu as beaucoup et tu parles énormément de l'axe, entrepreneurial parce que c'est principalement les personnes que tu as en atelier. Mais tu as ce côté quand même hyper, dev perso à fond. qui est puissant Mmh, et qui aide vraiment. Alors encore une fois, tout le monde n'est pas capable de le faire. Effectivement, tu as comme tu disais, les entrepreneurs qui s'entêtent et qui veulent pas voir autre chose parce que ça leur fait trop peur peut-être, ou parce qu'ils sont pas prêts, ou parce qu'ils arrivent pas, ou qu'ils ont ce fameux truc mmh, d'ego et tout ça. Mais ça fonctionne tellement aussi dans le perso, dans le à privé fond. où Bah, tu c'est sur pas en toutes les sphères, hein. capacité de ouais, c'est ça. En fait, tu pas en capacité de voir et d'accepter la détresse dans laquelle tu es, Mmh, pour pouvoir la dépasser. Parce mmh, que c'est quand même un énorme truc de te dire, tu vois, tu disais d'avoir vécu dans un milieu maltraitant, étant enfant et cetera. J'ai pas mal connu ça aussi et en fait, c'est a priori, d'après certains psys, d'après certains psychologues et psychiatres, en fait, c'est un truc de les parents sont tellement en détresse qu'ils sont incapables de voir cette détresse-là en question mmh, et du coup, ils le font vivre à leurs enfants et ils leur demandent à ces enfants-là d'être, effectivement leurs parents, mmh, mmh, mmh. leur source de réconfort, d'amour et cetera. Alors qu'en principe, surtout à cet âge-là, parce que c'est vrai qu'on oublie souvent que les choses sont censées s'inverser quand on est enfant. On est enfant, on est censé être protégé par nos parents Mmh. et une fois que nos parents sont adultes, voire vieux et en difficulté, c'est à nous de le faire. Mais c'est vrai que quand on est enfant, c'est à nos parents d'être là pour nous, de nous apprendre la vie et cetera et cetera et effectivement, quand on est, face à des parents qui sont déjà en souffrance, en détresse, c'est l'inverse. Ouais. Mmh. Et ça, c'est ouais, ouais, ça, c'est fort et mais même, tu vois, même le sujet du deuil et ben, tu l'abordes parfois de façon très, crue finalement dans les ateliers. Oui. J'essaie de me rappeler, En de ce que j'ai fait. Je me rappelle plus alors des mais oui, en vrai, en tout cas, de toute façon, moi, j'aime bien aborder, tous les sujets tabous. Pour moi, c'est un truc, j'y vais à fond parce qu'en fait, le fait est que quand il y a un tabou, en tout cas, quand il y a des émotions qui sont pas exprimées par rapport à un mmh, tabou, en fait, notre corps, et nos actions vont tendre de sorte à libérer cette émotion-là qui n'a pas été exprimée. Et donc, moi, quelque part, je remets la situation avec beaucoup plus de légèreté, de sorte à ce que ce soit bien, quand même, beaucoup mieux vécu, en live. Mais l'idée, ça va être, avec le consentement de la personne, de, retourner dans des situations qui ont été parfois complexes à vivre, pour revivre ça et les voir d'un autre angle. mmh, Et en f voire carrément switcher, et voire et faire carrément ouais. switcher et voir d'autres souvenirs. C'est un peu ce que tu racontais la dernière fois, par rapport au deuil. Alors là, pour le coup, au deuil, vraiment direct d'une personne qui est partie, qui a subi la perte de quelqu'un de sa famille, je sais plus qui c'était et qui avait, revécu une de ces scènes de ce deuil-là difficile et que en improvisation, en atelier et qu'elle avait complètement, apaisé ses émotions par rapport à ça. Mmh, Parce qu'elle avait réussi à exprimer les choses qu'elle ressentait à ce moment-là, son besoin, ses émotions, ce qu'elle avait envie et cetera et du coup d'arriver à, finalement à autre chose et d'arriver à se sentir respectée, se sentir aimée, se sentir entourée, écoutée et cetera via ce truc-là et j'avais trouvé ça hyper puissant et hyper fort parce que, ben, quand tu es face à ta famille, il y a des fois où c'est impossible parce ouais, que justement tu es dans ces schémas-là, que ce soit de ton côté ou de l'autre, tu vas te retrouver toi
dans un état de figement, dans un état de sidération parce que tu es tellement déjà choqué parce que tu vis un truc de ouf et qu'en plus, comme les autres sont choqués, ils vont te faire encore plus, vivre des trucs de ouf, en mode, «What? Qu'est-ce qui me tombe sur le coin du nez? Au secours?» Et après ou même pendant, ça peut être un super beau soutien d'avoir ces groupes-là, qui sont presque des groupes de parole, pour le coup un peu particuliers, mais super intéressants à avoir au quotidien. Je pense que ce serait un peu lourd, mais de temps en temps, Ouais, c'est bien. oui, oui, alors, toi, t'étais à cette session, du coup? Non, j'étais pas à cette session, mais tu l'avais raconté au premier Oui, ok, ok, ok. enregistrement. Parce que je me demandais si toi, tu y étais, parce que tu t'en rappelles extrêmement bien, alors. Effectivement, il y avait ce truc-là du deuil direct et de rejouer la scène pour bah, finalement le revivre en fait de pouvoir changer le, de changer l'expérience, de jouer par exemple des personnages, enfin des personnages dans la situation. Par exemple, Mmh. qu'est-ce que j'aurais aimé que mon père me dise? Bah, il y a par exemple Ouais. quelqu'un qui va jouer le père et qui va Mmh dire mh. des choses dans cette situation-là. Et en fait, le cerveau, il va pas faire cette différence. Ça va créer un bug dans le cerveau. Et dans sa tête, c'est comme si, bah, finalement, oui, le père, il va être réconfortant. Même si dans la vraie vie, le daron, il est pas réconfortant. Le fait de jouer, que quelqu'un joue un daron réconfortant, et bah, le cerveau va l'intégrer comme quelque chose qui s'est réellement passé. Il va pas Mmh. faire cette distinction. En fait, l'être humain, finalement, assez manipulable. Et du coup, je joue sur ça aussi pour pouvoir bah, modifier aussi des expériences vécues pour bah, faciliter la digestion de situations peut-être très fortement émotionnelles, quoi. Exact, et c'est aussi le cas quand, il se passe pas une modification de la situation. Là, je parle d'une expérience que moi j'ai eue avec toi Mm. où, c'était la session où on s'est retrouvés avec Lola, Valentine, et Nénès. Ah oui, oui. On s'est retrouvés tous ensemble et on a parlé du fameux déménagement de mon papa et c'était assez ouf parce qu'on a demandé effectivement à quelqu'un qu'on ne connaissait pas, qui connaissait pas notre papa, de jouer, ce personnage-là et qu'il l'a joué quasiment, comme ce qui s'est réellement passé. C'est Sauf ouf. que du coup, c'était dans un contexte, risible, un contexte d'humour et cetera et du coup, ça avait une saveur différente parce que justement, c'était quelqu'un d'autre et que, enfin, en tout cas, c'est vraiment moi ce que j'ai ressenti. C'est vrai que j'en ai pas reparlé avec Lola, mais ce côté, «Ah, il y a quelqu'un qui comprend». Ouais. Il y a quelqu'un qui comprend, il y a quelqu'un qui a deviné la situation sans que j'explique rien du tout, mais juste dans l'impulsion, dans le moment du truc et cetera. Il y a quelqu'un qui a compris ce que j'étais en train de vivre sans et du coup ça enfin, il y a un côté, «Ah beh, je suis comprise, je suis entendue, je suis» tu vois ce que je veux dire? Et Mm. ça, c'était assez ouf à vivre quand même, parce que vraiment, c'était quelqu'un qui avait aucune idée de ce qu'on était en train de vivre. Nous, on a balancé un truc juste, bah, voilà, c'est le déménagement de Mm. notre père, on n'en peut plus, on est en PLS et En fait- tout et du coup, on a rejoué le truc direct, quoi. et c'est marrant, en fait, ça c'est effectivement ça aussi l'un des objectifs, c'est le fait de se dire, je suis pas seul à vivre ça. Et le fait de se sentir pas seul à vivre quelque chose, bah déjà on se sent soutenu et aussi on se sent compris. Et en fait, ça permet de dédramatiser aussi la situation parce que c'est comme les gens qui vivent des ruptures, à se dire: «Ah, il y a qu'à moi que ça arrive et tout», et en fait, quand tu joues des situations comme ça et en plus je mets des mots assez absurdes, exprès, pour dédramatiser, et en fait, il y a des moments où genre la personne, en fait, le fait de jouer la situation et de caler des mots absurdes, comme c'est drôle et Mmh, bah, tu sais, il y en a, ils font: «Putain, fait chier, j'aimerais ça me saoule, j'ai envie de rester en colère», tu vois? mmh. Et en fait, ils rigolent et en même temps, ils sont saoulés parce qu'ils veulent rester en colère, mais ou rester tristes parce C'est qu'en fait, ils se rendent c'est compte ça. que l'événement est en fait, de façon assez, je sais pas comment dire, l'événement en fait n'est pas si grave, et en vrai, Ouais, n'importe quel événement dans ce qui se passe dans notre vie n'est pas mmh, si grave parce que exact. on n'est pas grand-chose. En fait, on n'est pas si important que ça, je pense. On n'est pas Mmh, si important que ça, même si on se dit: «Oui, je suis nul, je suis» quand on se victimise, quelque part, on se donne une forme d'importance énorme.
Et quand on est finalement neutre, par exemple, imaginons demain je sors, j'ai un accident, je décède, mes parents vont vivre ça comme un drame, ça va être même pour eux, ça va être triste et cetera. Mais Mmh. finalement, ils vont quand même avoir des besoins. Ils vont peut-être commander un sandwich, tu vois? Et Complètement. Ah bah, finalement, oui. notre passage sur terre est extrêmement, volatile. On n'a pas beaucoup de valeur et c'est un peu comme les personnages que je fais jouer. Mmh. On joue la scène pendant 1 minute et en fait, on disparaît. Et quelque part, en fait, c'est un peu ça aussi ce que je veux faire passer comme message. On vaut pas grand-chose, en fait. On vaut pas grand-chose. Du coup, c'est pour ça que j'aime bien jouer et faire des situations, loufoques, des trucs, qui durent un instant T, parce que notre vie n'a pas beaucoup de valeur. Mmh. C'est très riche, on a des vies riches. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis simplement que notre passage sur terre est est vraiment, le temps d'un Mmh. éclair. C'est Mais je ça. pense que pour Parce capter ça, faut, hem, c'est beaucoup de gens ne captent pas ce truc-là parce qu'il faut avoir vécu des choses très difficiles, tu vois? C'est pas un truc accessible à tous parce que faut avoir vécu des choses où, bah, tu dois avoir été confronté, en fait, à la mort pour capter que en fait, ça peut arriver très, très vite mmh. et ça te rappelle de la valeur de la vie, tant sur le plan c'est riche, il faut la vivre, il faut vivre pleinement sa vie, tout comme c'est finalement la vie n'a pas beaucoup de valeur parce que demain tu sors, ça arrive vite, en fait et on disparaît très vite aussi et Mmh. on est oublié aussi très vite. C'est ça. Alors c'est pas forcément j'aurais pas dit, la vie n'a pas de valeur, parce qu'elle en a de toute façon pour nous, On en justement donne, dans on en donne, ce voilà, c'est ça, mais dans dans la ce truc-là nature, de l'univers n'en a rien à secouer de notre vie. Tu c'est Sur ça. Jupiter, Bah, il y a une, moi j'aime bien cet exemple parce que ça montre à quel point on est que dalle. On est rien, mais on est on est tellement rien, c'est juste effroyable de voir à quel point on est rien. Mais pour ça, faut être confronté à la chose parce que, notre esprit est très limité et on se surestime énormément sur notre vie. Et c'est pour ça qu'on a des personnalités qui sont en mode qui se prennent pour qui et c'est pour ça que je parle d'ego, tu vois? L'ego, f mmh, déforme aussi ce rapport aux autres. Heu, Si on se rapproche de Jupiter, on a une tornade, c'est-à-dire une tornade qui fait 4 fois la planète Terre. Il y a une tornade qui fait 4 fois la planète Terre. voilà. Il faut et pour moi, c'est pour ça que j'aime bien la science parce que ça nous rappelle ça, tu vois? On n'est rien du tout. Mmh, Donc ça doit nous ramener à de l'humilité, en fait. carrément. Bah, tu vois, c'est marrant parce que, j'ai prévu de faire un podcast avec Nénès, donc que tu déjà rencontré, Mmh, qui fait partie de la team, Bec Benzen, sur la peur de la mort. mmh, Et tu vois, ce truc-là, que tu viens de décrire, ce grand vide intersidéral avec tout ce qui peut se passer dans l'univers, les galaxies, les machins, les trucs et tout. Pour moi, c'est ça la vision de la mort. C'est ma vision de la mort, c'est comme ça que moi je l'imagine. Et pour moi, il y a rien de plus flippant au monde que ça, ouais, tu vois? Donc parce que justement, ça me ramène effectivement à ma taille. Voilà, quand, le peu de mon cerveau est capable d'imaginer effectivement cette immensité-là, qui est juste une goutte d'eau dans la réalité. mmh, C'est déjà cette immensité-là et de me dire: «Bon, ben, voilà, moi je suis là et je fais ma petite couture». Ça n'a aucun sens. Ça n'a ouais, aucun sens et effectivement, quelque part, ça n'a aucune valeur et en même temps, c'est la seule chose que moi j'ai. mmh, Donc forcément, tu vois, je suis obligée de m'y raccrocher, je suis obligée moi, d'y mettre de la valeur pour pouvoir m'y accrocher. Parce que si ça a pas de valeur, je m'en fous et du coup, c'est Osef et je balance ça. Et c'est, alors c'est une bouée de sauvetage parce que c'est ce truc-là qui me fait vivre, en fait, dans plein d'aspects. Tiens, on parlait justement aussi du côté résilient et cetera. Toi, tu as trouvé ta résilience dans l'impro. Moi, ça a été dans la création, pour le coup. Et hem et ouais, vraiment, je pense que si on n'a pas chacun notre truc dans lequel on met de la valeur, même si c'est une valeur naze, hein, on s'en fout tant que ça te fait vivre,
c'est le principal tant que tu es bien avec cette idée-là et que c'est vraiment OK, que ça te permet de te lever le matin et de te dire: «Bon, bah, encore une journée, c'est chouette, on y va». Mmh. Beh, c'est OK, en fait, même si tu es boursicoteur ou je ne sais pas quoi ou tu vois, un truc de dingue, je dis boursicoteur parce que je suis contre ça, mais bah, ça existe donc quelque part, c'est OK. En tout cas, pour certaines personnes, c'est OK. Hem et ben, tant mieux, en fait, si c'est ça qui te permet de vivre une vie que tu as choisie, en tout cas en partie et cetera, bah, go, vas-y, quoi. Mais ouais, je trouve que c'est ça un peu la peur de la mort pour moi, c'est vraiment ça, c'est cette peur du vide, cette peur de l'inconnu, Ouais. ultime. Mais Parce que c'est tu vois trop bien, le l'imp cette peur de la mort, elle est géniale, hein, en vrai. Cette peur de la mort, en fait, moi je suis très scientifique à la base, OK? Je suis, pas spirituel. Enfin, en tout cas, pas dans le sens religion et tout ce que ça implique. Donc on parle du deuil, donc pour moi, la réincarnation, c'est pas quelque chose dans lequel je crois. Je respecte les croyances des autres, hem, mais je n'y crois pas parce que j'ai besoin de preuves, pour, bah, croire en quelque chose, dans le sens Mmh, savoir. Et ce que je sais, c'est que le propre de l'être humain, c'est 2 choses, la survie et la reproduction. Et à partir de ces 2 conditions initiales, toutes nos interactions vont fonctionner à partir de ça. Donc mmh, c'est-à-dire que tous nos choix, vont, avoir cette tendance et en fait, on constate que, bah, par exemple, un enfant qui n'a pas de, cette notion de souffrance au niveau des je sais pas, du toucher, des machins comme ça, il va faire nimp, il va te mettre sa main sur des plaques, chauffantes, si tu as pas la notion de peur de la mort, tu vas mourir. Donc ton espèce va disparaître mmh. et en OK. fait, on a un fonctionnement, qui est oufissime, qui est hyper bien calibré, qui est, cette peur de la mort, cette, qui va susciter un égoïsme, qui va créer une forte intelligence aussi. Parce que la société humaine, c'est une société égoïste. L'être humain est égoïste, Mmh, mais c'est un égoïste assez intelligent pour se dire: «Je vais fonctionner en groupe». mmh, C'est tout. c'est vrai. En fait, il est juste suffisamment intelligent pour se dire: «Je vais pas faire comme, je sais pas, les autres animaux. Je vais fonctionner en groupe et je vais utiliser des outils, Mmh, et de la réappropriation, par exemple, des fonctionnements animaux pour, développer, bref, des outils, des fonctionnements» et en fait, tout ça sont conditionnés par son instinct de survie et du coup, ça c'est tributaire de la peur de la mort. mmh, exactement Donc et c'est c'est mais nécessaire. je pense même que toute notre vie et toute notre société, elle est basée sur cette peur de la mort dans le Mmh. sens où, tu vois, à la base, il y a certainement plein d'humains qui sont morts de froid. On a fini par avoir peur du froid parce que c'était synonyme de potentielle mort. Ouais. Donc on a appris à maîtriser le feu, on a fait des maisons, on s'est protégé, on a mis des habits et Mmh. cetera et cetera et cetera. Ouais. Et oui, clairement, je pense qu'il y a une, en fait, c'est tellement enfoui et c'est tellement basique Mmh. qu'on l'oublie Bah, les créateurs et sont que les plus grands terrifiés de la mort, hein. C'est pour ça qu'ils font des mmh, créations. De oui, base, ça n'a aucun intérêt, enfin, en tant que tel. Alors oui, on va dire: «Mais c'est pour faire passer un message, nanani nanana». Frérot, dans le fonctionnement humain, on s'en contrefout de ton message, de base. Genre, c'est pas le sujet. Là, c'est une en fait, intérieurement, il y a une volonté quelque part de perdurer malgré ta mort, en fait. mmh, C'est pour ça que là, exactement. maintenant, il y a plein de créateurs. Je vais me filmer, machin, je veux être connu. Tu veux être connu pour rester dans les mémoires. Mmh, Donc, c'est-à-dire que si exactement. t'arrive un truc, quelque part, tu vas continuer à exister de par tes créations et de par le fait d'être connu. Et en fait, c'est aussi ça peut-être, un souci, de chez les créateurs, c'est qu'en fait, ils ont trop cette volonté, parfois,
enfin certains ont cette volonté de trop vouloir exister à travers leur création. Et ça leur fout Exactement. eux-mêmes dans la merde. Parce que finalement, ils vont s'entêter à faire ça en oubliant le reste, parce que ça devient une obsession. L'obsession d'être reconnu. Donc c'est une souffrance en fait qui est tellement présente en eux et qui en fait les fait mourir. Mmh. Complètement. Et c'est pour ça et moi je le capte à fond parce qu'en vrai de vrai, moi je suis passé par toutes les étapes des trucs, de l'enfer, dans tout ce qui concerne l'entrepreneuriat et la création. Parce que j'ai eu une période où j'étais dans cette phase d'ego de je sais que ce que je fais, c'est très qualitatif et j'étais en souffrance parce que je ne voyais pas la réponse, que j'attendais concernant mes œuvres. Et c'était une phase très égocentrique, en fait. Et c'est assumé, je l'assume. Et je me suis mis face à cette image-là de c'est grave, égo de ouf, tu vois. Pourquoi je suis comme ça en train de dire ouais, ce que je fais c'est ouf, ce qu'ils font c'est de la merde, ils sont comme ça en train de se filmer, en train de danser. C'est pété, tu vois. Il n'y a pas de réal, il n'y a pas de recherche artistique, mais c'est très égocentrique. Parce que ce qui marche, ce qui est tendance, n'est pas nécessairement quelque chose qui est dans cette recherche artistique, tu vois. C'est Mmh. dissocié. Mmh. Complètement, ouais. Et donc, ça veut dire que quand j'étais dans cette phase égocentrique, en fait, j'étais en train de dépérir. Et Mmh. physiquement, c'était ce qui se passait. J'étais en mode, ça me tue de l'intérieur de vivre cette situation. Et il y en a beaucoup qui vivent ça. Et en fait, c'est assez dangereux, en fait, hein. C'est très dangereux, quoi. Parce que tu te coupes de tout, quoi. De tes Mmh. amis, de... Complètement. C'est rigolo parce que ça me fait penser à un épisode que j'avais envie de faire, toute seule. J'ai pas fait d'épisode toute seule depuis très, 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 très longtemps et en Pourquoi? fait, je voulais, parce que je trouve que c'est plus difficile. Bizarrement, tu vois, je trouve que c'est plus difficile. C'est plus d'énergie. Ok. Tu vois, je mets encore plus en difficulté et je mets plus enfin, c'est une autre dynamique. C'est un truc que j'aime moins faire et là, sur ce sujet-là, j'avais vraiment envie de le faire parce que ça me ça me faisait réfléchir, ça me faisait travailler sur plein, plein de choses. C'est la question de l'héritage. De l'héritage, ouais. Ok. Ouais, dans tous les sens du terme. Évidemment, il y a le côté héritage, parce que, tu as vécu des héritages, à la noix, parce que, tu t'es fait voler, parce que, tu as, tu des notaires qui sont effectivement, hyper, comment dire? Sans être mal poli. Voleurs, voilà. Ok. Voleurs, malhonnêtes ou tout ce qu'on veut et cetera. Mais tu as surtout l'héritage, heu, dans le sens ce que tu reçois et ce que tu donnes. Ok. Effectivement, il va y avoir une part de choix, quelque chose qui va t'appartenir à toi, que tu vas recevoir Mhm. et il va falloir que tu choisisses ce que tu en fais Ok. de l'héritage de ta famille, qui soit matériel, financier, émotionnel. Et tu es obligé de faire des choix pour chacun d'entre eux. Parce que c'est facile de dire: «Ben, je vais vendre la maison de papy mamie, Ah parce que de ouais. toute façon, Hmm. voilà machin». Par contre, papy mamie m'ont laissé quand même des souvenirs émotionnels, bons ou mauvais. Qu'est-ce que j'en fais de ça? Et donc il y a ce côté-là. Et puis il y a aussi un moment donné, et même je pense tout au long de la vie, la question de, toi, ce que tu vas laisser comme héritage. Et je pense que quand tu arrives à, cette question-là, oui, il y a forcément une part d'ego, Ouais. mais je pense sincèrement, et ça rejoint beaucoup ce que tu dis, je pense sincèrement que, arrivé au moment où tu te poses la question de quel héritage tu vas laisser au monde, tu as encore une fois le choix de ce que tu vas faire, de ce que tu vas choisir de laisser, mais tu as aussi le choix de te détacher de ce truc-là et de te dire le seul, en tout cas moi c'est vraiment ça, c'est vraiment la façon dont moi je vois les choses. C'est la seule manière que ton héritage vive réellement après toi, Ouais. c'est justement de t'en détacher pour qu'il puisse vivre au travers des autres. Hmm. Tu vois? De dire, justement ton ego il est là parce que oui, ça te rassure de faire de la couture, ça te rassure
de faire de l'impro, ça te rassure de te lever tous les matins à 8 heures pour aller au boulot. C'est rassurant parce que tu y mets de la valeur, parce que c'est ça qui te permet de continuer à vivre et de mettre un peu de sens Mmh, dans, mmh, mmh. dans ce truc-là. Et en même temps, eh ben oui, t'as quand même ce truc-là de dire, ben quand je serai plus là, j'existerai plus du tout. Mmh. Ça, c'est flippant pour tout le monde. Peut-être qu'effectivement, il y a rien du tout après et peut-être qu'on s'en rendra même pas compte et qu'on s'en foutra, comme je ne sais pas quoi. Mais on ne sait pas. Le seul truc qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas et on est obligé de faire avec ce truc de on sait pas. Mmh. Et il y a des gens qui vont décider qui vont dire: «Beh, quand j'existerai plus» et qui sont complètement OK avec ça et c'est leur héritage à eux. Parce que ce truc-là, potentiellement et peut-être que ça va aider leurs enfants, leurs petits-enfants à se décomplexer, se déculpabiliser, de peut-être pas être là à l'enterrement, de peut-être, pas avoir eu le temps d'acheter des fleurs ou peut-être Mmh. d'avoir eu envie de peindre le cercueil et de mettre des confettis parce qu'ils avaient une relation particulière avec cette personne-là, même si Mmh. elle pensait que la mort, ben, c'est pas que ça existe pas, c'est juste plus ça n'existe enfin la personne n'existe plus, elle s'en fout, elle souffre plus, il y a plus rien, quoi. Donc c'est tellement personnel et en même temps c'est tellement une question qui rejoint en fait tout ce qu'on a dit. J'ai vraiment l'impression que c'est ça, c'est vraiment la question de l'héritage pour moi, elle est centrale. De dire à un moment donné: «Qu'est-ce que j'ai fait, moi, Mmh, mmh. de mon héritage? Qu'est-ce que je me suis offert à moi? Qu'est-ce que j'ai reçu? Comment je l'ai géré?» et cetera et cetera. Et puis une fois que tu en es là, qu'est-ce que toi tu vas laisser? Quelle trace tu vas laisser à tes enfants? Mmh. Quelle trace tu vas laisser à tes petits-enfants? Mais surtout aussi, quelle trace tu vas laisser dans le cœur des gens qui t'ont côtoyé? Peu importe en fait, même s'ils mourront avant, après toi, ou si tu les rencontres et que tu parles que pendant 1 heure dans ta vie, et après tu les reverras plus jamais. Il s'est passé un truc Mmh. entre vous et tu as laissé une trace, quelle qu'elle soit. Mmh. Et qu'est-ce que tu décides? Est-ce que tu décides que, enfin, tu vois, quelle trace tu as envie de laisser? Et je pensais à ça par rapport aux Égyptiens qui nous ont laissé des trucs de dingue qui sont restés et qui sont arrivés jusqu'à nous. Tu vois, les tombeaux tu te dis, il y a certains tombeaux on a retrouvés qui datent d'il y a 10 000 ans. Mmh. 10 000 ans! C'est même, enfin, tu vois, même, je trouve que c'est même plus concevable d'imaginer l'univers, l'espace en tant que tel, alors que 10 000 ans, je trouve que c'est pas représentable. Tu vois, dans les sensations, dans ma tête et tout machin, mon cerveau il est pas capable. Et c'est trop énorme Mmh. pour moi, tu vois, par exemple. Alors qu'on a des traces d'eux. Ils nous ont laissé des traces, ils nous ont laissé leurs rêves. C'est beaucoup ce qu'ils faisaient, en tout cas à Mmh. l'époque, quand ils faisaient des tombeaux. Ils imaginaient leurs rêves après vie, enfin leurs rêves, leur mort, leur vie après leur mort idéale. Donc ils nous ont laissé ces espoirs-là, ils nous ont laissé ces rêves-là, ils nous ont laissé des traces exceptionnelles de ça, de leur façon de fonctionner, de leur esprit, de leur façon de vivre, et cetera. Je dis: «C'est quand même assez exceptionnel», Mmh. et du coup, ça te ramène un peu au truc de moi, qu'est-ce que je vais laisser, quoi? Mmh. Bah, Tu c'est vois? pour ça que je pense que, en fait, c'est la représentation de l'égoïsme altruiste. C'est-à-dire que, les gars, ils étaient hyper, enfin, genre autocentrés. Ils se mettaient au centre du truc et c'est ça qui a fait que leur société a tenu hyper longtemps. Enfin Mmh. leur construction. Donc c'est pour ça que je pense que c'est ça doit être un égoïsme, qui est suffisamment fort pour perdurer et en vrai, je pense pas qu'ils se soient dit, «J'ai envie que la société de demain, se serve de ce qu'on fait», tu vois? À mon avis, limite, ils s'en foutaient, Ouais. mais ils ont créé un truc, qui a perduré dans le temps parce qu'ils avaient envie de survivre malgré la mort Mmh. et je pense que c'est un peu la question aujourd'hui parce que c'est encore plus axé sur ça avec, les réseaux sociaux. Mmh. Je pense que ça doit être, une question aussi utilitaire. Qu'est-ce que ça apporte? Non seulement ça doit perdurer dans le temps, mais qu'est-ce que ça apporte? Parce que notre objectif, c'est reproduction et survie, mais la Mmh. survie de notre espèce, pas la survie de l'humain en tant que tel. La nature, elle va faire un tri, en fait. La nature, elle s'en fout, Mmh. de ton histoire. Si tu pas,
C'est hyper froid comme réponse, mais c'est comme ça. Après, c'est pas un truc inventé. Tu vas dans la jungle, tu vas avoir, j'en sais rien, une antilope qui est blessée, bah elle va mourir, hein, elle va se faire manger, mais ça contribue en fait à un cercle de vie Mmh, et donc c'est à la ça. continuité d'un ensemble beaucoup plus grand. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire, et c'est aussi pour ça que dans le sujet de l'entrepreneuriat, c'est un vrai sujet, bah, les plus faibles vont disparaître. Ceux qui ne savent pas s'adapter vont mourir. Mais Mmh. cette confrontation va permettre à des espèces peut-être plus adaptives de développer quelque chose de bien plus grand et qui va servir en fait à un ensemble qui les dépasse. Et c'est ça Et l'important. et c'est ça, j'irais même plus loin, en fait, chaque mort est essentielle pour les autres parce Ouais, que, tu vois, dans l'exemple d'où tu disais, hem, c'est précisément les entrepreneurs qui ne fonctionnent pas, mmh, qui permettent à d'autres de comprendre oui, qui peut ne pas fonctionner, ce qui risque d'arriver, et cetera, et cetera. Et du coup, avec notre cerveau de d'homo je sais plus quoi, fait que, bah, en fait, oui, on dit: «Ah ben, du coup, effectivement, peut-être que ce système-là, il fonctionne pas, peut-être que ce schéma, là, il est pas bon ou alors il est périmé parce qu'il a fonctionné à un moment donné et que, du coup, la personne n'a pas su s'adapter parce qu'il est arrivé» moi, je sais pas, c'est vrai que j'ai regardé une vidéo qui était super intéressante là-dessus, l'autre jour sur les gros fails des grosses entreprises, genre Kodak, qui a pas réussi à se mettre au numérique. Du coup, ben Kodak, on n'en parle plus. On ne sait plus qui ouais, ils sont. Alors qu'à la base, un Kodak, c'était un appareil photo, comme le frigo qui est toujours là maintenant. Et ben on disait pas appareil photo, on disait un Kodak. Est-ce que t'as pris ton Kodak dans ta valise, mmh, quoi, tu vois? Donc c'est un délire. Et c'est grâce à eux, très certainement, que maintenant, eh ben, on parle plus de Kodak, mais on parle de Canon, de Nikon, de machin, de c'est ça. trucs, En tu fait, vois? Et ça va de toute façon servir à quelque chose de plus grand. Donc c'est même, ça. dans l'échec quelque part, bah, on peut se dire, finalement j'ai contribué d'une autre manière, à l'évolution, globale, en fait. C'est Mais ça. mais pour ça, bon après voilà, je sais pas comment dire. Bah, tu C'est le une côté conception tu en fait, le c'est une conception qui va être, si tu le captes, à mon sens, c'est que tu vas être capable de t'adapter, donc tu vas survivre. Mais si tu captes oui, pas cette conception-là, il y a peu de chances qu'il y ait le système comment dire? de résilience finalement, c'est Ouais, ça, mais c'est à peu près sûr de et d'évolution. voilà et en fait, dans mon parcours à moi, par exemple, dans ma création, on va dire, j'ai fait une chaîne YouTube, j'ai posté pendant 1 an, c'était pas ouf, j'ai pas eu de résultats du tout et j'aurais pu m'arrêter là en me disant: «J'abandonne, ça me casse les couilles». J'ai créé des concepts, vraiment, où je me suis donné, j'ai investi de malade et j'aurais pu juste m'arrêter là Mmh, et je me suis dit: «Non, OK, c'était pas le bon axe». Donc mmh, j'ai tué ce truc-là. Je l'ai tué, j'ai arrêté et je dis: «Je vais partir sur autre chose» et en fait, c'est que des sacrifices comme ça qui vont porter un projet plus grand et si j'avais arrêté là sur YouTube, comme ça, bah, ça aurait servi à un système plus grand qui était, bah, en fait, YouTube, tout simplement, tu vois? mmh, Et j'ai pris le choix de: «Non, ça va être pour mon système à moi». Donc c'est que des enchaînements de sacrifices quelque part mmh, et exact. Et c'est très difficile en plus de se dire à un moment donné peut-être que c'est moi mourir. qui vais mourir. C'est de la mort, hein. Je cherchais autre chose, mais c'est ça, hein, c'est que ça, hein, c'est peut-être moi qui vais mourir pour permettre aux autres de survivre et de continuer et d'évoluer, et cetera, et cetera. En fait, finalement, la mort est une chose essentielle. On dit tout le temps, et je dis tout le temps, que c'est inévitable, que de toute façon, voilà, ça sert à rien c'est pas que ça sert à rien d'en avoir peur, mais ça sert à rien de l'éviter parce que de toute façon, elle sera là un moment ou à un autre, que ce soit pour nous ou pour nos proches, mais finalement, c'est surtout une leçon Mmh. dans plein de sens et dans plein dans peu importe en fait ce qui se passe, Ouais, c'est toujours une leçon. Et c'est toujours une épreuve à vivre, ça c'est sûr, mais c'est une épreuve qui te permet d'apprendre énormément. mmh. Et Mais ça, je pense que en fait, bah,
ça, en fait, on le capte après coup, en fait. Et je pense il faut pas le... Enfin, ça dépend de ce que tu fais dans ta vie. Mais je pense qu'il faut le capter après l'échec, pas pendant. C'est-à-dire que moi, par exemple, dans mon fonctionnement, alors c'est dur, hein, mais je refuse, par exemple, de me le dire pendant que je le fais. Je me dis pas, au pire des cas, ça va être un apprentissage. Je me dis, ça va marcher, point barre. Et je m'en tape de la forme. Ça va fonctionner. Parce que c'est un instinct de survie. C'est après, quand j'échoue, que je vais me dire, si ça échoue, si en tout cas un format Ouais, ouais. échoue, que je vais me dire, c'est un apprentissage. Mais Oui, c'est-à-dire c'est que, une fois que la mort survient, tu veux dire. ouais, c'est-à-dire que moi, je suis capable Ouais, de survivre à cette mort-là. Mais c'est voilà. après l'avoir vécu que je me le dis. C'est pas pendant, parce que en fait, c'est deux mécanismes différents. Et ils doivent Mmh, intervenir dans c'est ça. des situations différentes. C'est ça. Mais c'est ça, tu vois, du coup, la nuance, elle est importante. Enfin, la nuance, c'est pas une nuance, mais c'est une précision pour moi. C'est une fois que la mort survient, tu peux, en tirer des conclusions, Voilà, essayer ouais, de c'est ça. comprendre et cetera et cetera et cetera. Parce que tu vois, j'allais te parler de ce qui s'est passé. Alors, on enregistre, tout début mars. Je crois bien, même jour pour jour, de l'histoire que je vais vous raconter. Il y a 1 an tout pile, C'est il y a 1 an? c'était il y a 1 an où j'ai un copain qui s'est suicidé. Ah OK, OK, OK. Je crois que tu parlais du podcast qu'on avait enregistré. Je Pas du tout. Non, non, pas du tout. Ah bah non. je sais même Ça fait plus. un peu long quand même. Je sais même plus, j'arrive plus à me repérer dans le temps et Oh l'espace. ouais, c'est pareil. Sauf pour ce genre de date, ça va, j'y arrive. Mais voilà, il y a pile poil 1 an, avec ma sœur, on montait en catastrophe. J'aime bien dire en catastrophe parce que ça a été un week-end assez chaud tendax. Ouais. On montait dans les Vosges pour la cérémonie d'adieu et d'obsèques, d'un copain du coup qui a mis fin à ses jours. Et en fait, sur le coup, ce qui à la fois m'a plus choquée et à la fois plus permis de rebondir et d'évoluer, Ouais. du coup, c'est de me dire, en fait, je trouve que c'est profondément choquant et c'est une leçon hyper importante et hyper forte Mmh. qui est fait dans le traumatisme et cetera, ça c'est une évidence, mais de se dire, le suicide, j'ai l'impression qu'on y a tous plus ou moins pensé un jour ou un autre. Mmh. Même de façon, puérile parce que, tu vois, ta meuf elle t'a quitté machin, Ouais, ouais, ouais. je veux me suicider, comme ça elle reviendra ou tu sais des conneries. Et en fait, le fait de vivre le suicide de quelqu'un, pour de vrai, ça m'a mis un truc Heu, ça m'a fait me rendre compte, en fait, que depuis le début de ma vie, je pensais que le suicide, c'était pas possible, c'était pas une réalité. Mmh. De la même manière que, tu vois, Cendrillon, c'est pas une réalité. Tu vois, c'était un Ouais, ouais. mythe, un truc Mmh. dont on peut se servir pour endormir les enfants, pour, obtenir quelque chose ou et cetera et cetera. Et en fait, le fait de voir que lui, il est allé jusqu'au bout, Mmh. il l'a fait vraiment, il est réellement mort, de le voir, de pouvoir vivre, d'aller à ses obsèques et cetera, de me rendre compte du truc. Et bah, du coup, j'ai pris le truc, moins à la légère et du coup, ça m'a permis alors pas tout de suite, encore une fois, mais en tout cas, le chemin était lancé de là où du coup, aujourd'hui, d'être suivie par un psy, une psychiatre, un diététicien et cetera pour m'en sortir et ne surtout pas faire vivre ça à ma famille et à mes amis, enfin à tout le monde quoi, en fait. Ouais. Tu vois? Et du coup, tu vois, la leçon, elle était, je pense qu'on en a parlé vraiment avec ma sœur, dans la voiture en y allant, tu vois? Mmh. En disant: «Mais en fait, ouais, c'est ça, c'est ce qui me choque, c'est ça, c'est qu'il ait réussi, c'est que ce soit vrai, que le suicide soit vraiment possible». Mmh. Voilà, d'espèce de la mort, c'est souvent on le dit souvent comme ça, c'est une perte d'innocence. Oui. Voilà, de plein de manières différentes. Quand elle est violente comme ça, c'est une perte d'innocence voilà, qui est du jour au lendemain, tu reçois un message: «Bon, bah, voilà, il s'est suicidé». OK, waouh, une droite, une gauche et puis tu vas te coucher ou pas. Ça dépend comment tu vois les choses, mais tu vis les choses, mais
Et puis il y a les pertes d'innocence qui sont sur la longueur parce qu'il y a une maladie, parce qu'il y a un deuil blanc à faire, parce que, etc., etc. Mais la mort, c'est toujours ça. C'est toujours euh, euh, une perte d'innocence. J'ai une notion que j'ai du mal à exprimer. J'ai une image qui est très claire dans ma tête, mais qui est difficile à exprimer. C'est une façon de vivre, d'expérimenter la mort de quelqu'un d'autre. Mm. C'est une façon de vivre très profondément. La mort en tant que telle. Et dans tout. Bah, sa vie à soi, de se rendre compte qu'on est vivant. Oui, Je pense que c'est ça ça, donne tu la vois, de se valeur. rendre compte Oui, réellement. Voilà, c'est ça. C'est une façon de dire, bon, ben voilà, c'est le memento mori ultime, Mm. de dire, c'est réel en fait. Il faut pas que tu l'oublies. Il faut que, tu vois, tu te souviens que c'est ça, Ouais. vers quoi tu vas, quoi qu'il arrive. C'est ça que tu deviendras après, tu vois, à un moment ou à un autre. Et je pense que c'est ça, c'est une façon de te dire, ouais, c'est ta vie, elle tient à rien, encore une fois. Ça peut arriver à n'importe comment, n'importe quand, n'importe comment. Et ça peut prévenir comme ça peut ne pas prévenir. En fait, tu peux pas savoir. Tu peux. C'est Et assez, ça assez prévient pas, étrange. hein, en fait, hein, c'est ça. Mais c'est aussi ça qui fait que, bah, du coup, on a une vie riche. Mm. En fait, le truc, c'est que on est obligé de passer par cette peur, par cette. C'est pour ça que je parle de mécanismes différents. Il y a le mécanisme de survie où, du coup, là, tu vas être en mode, je vais vivre des choses, je veux contribuer quelque part à notre société, etc. Et un autre truc. J'ai pas la. Ouais, on commence à rentrer dans bien le deep du sujet. Mais oui, Et du coup, il y a plein de choses, non, qui se rejoignent et enfin, c'est intéressant, c'est chouette. mais c'est important. Mais voilà, en tout cas, le fait est que la peur, en fait, elle sert à quelque chose. Mm. Donc faut pas. Exactement. En fait, l'idée, c'est pas de fuir cette peur, c'est de l'accueillir parce que, en fait, elle a une utilité. Parce que la nature va pas faire des trucs qui servent à rien, tu vois. Et si ça sert à rien, bah, malheureusement, ou en tout cas, si c'est dysfonctionnel, bah, la nature, elle fait un tri, en fait. Mais Exactement. ça sert toujours quelque chose comment dire, dans une vision plus grande qui va être notre espèce. Mm, En fait, exactement. elle va faire plein de tests. Elle va dire, OK, tel, tel comportement, tac, 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 qui va survivre. C'est exactement ça. Il meurt, lui, il va vivre, donc c'est le bon choix. On continue. OK, Mm. maintenant, C'est ça. je vais prendre telle version, je vais faire une déclinaison avec des petites variations, et je vais prendre la meilleure version. Mm, OK, ça meurt, ça meurt, ça continue. Et c'est c'est que ça. ça. Et en fait, la nature ne fonctionne que comme ça. Mm. Et C'est c'est le ça. darwinisme, en fait. C'est C'est hyper exactement violent, ça. c'est violent, mais c'est comme ça que la nature fonctionne. Mais c'est Mm. très violent. C'est ça. C'est une simulation, en fait. Une simulation, bah, c'est ce qu'on fait avec l'informatique, mais c'est ce que nous, on fait déjà depuis des millénaires, en fait. Mm. Qu'est-ce qui se passe? Exactement. C'est ça. Ouais, c'est super intéressant. Et pour autant, il y a, par rapport à la peur, en disant que oui, elle est essentielle, et je suis complètement d'accord avec toi, sauf quand elle t'empêche, de vivre et qu'elle est absurde. Parce que la peur de la mort, elle va te pousser au contraire, tu vois, Ah oui, à oui. profiter, à Mais, vivre, mais à ça, faire ça des va faire. trucs, C'est pareil, ça va etc., faire un etc. tri. En fait, soit tu arrives à surpasser cette caractéristique qu'il y a en toi, et du coup, tu te crées une variation de toi-même qui va te permettre de survivre, Mmh. soit bah, tu décèdes. Et c'est tout. Mais en fait, c'est C'est ça. terrible, hein. Mais c'est que ça. C'est-à-dire, est-ce que tu es capable aujourd'hui de créer une différence, une variation de toi-même qui va être capable de survivre ou pas? Et la conséquence, c'est la mort. Voilà. Et c'est factuel. Et en fait, quand tu te rends compte, alors c'est terrible, mais en même temps, c'est génial parce que tu peux te dire, OK, je vais flipper,
Mais comme le schéma, il est très facile, il est très simple, et du coup, l'objectif, ça va être de créer un max de variations de toi-même. C'est pour ça que, en fait, c'est génial. Moi, pour faire le lien avec l'impro, c'est ça que j'aime bien avec l'impro, c'est que tu peux tester infiniment. Teste des variations de toi, tu vois. Teste des trucs. Il y a des choses qui te font flipper, j'entends. Par contre, ça va augmenter tes chances de survie. Donc, ça vaut grave le coup de le faire. Mm. Même si tu flippes de ouf. En fait, t'es un émulateur de vie. C'est un peu ça, ouais. Un incubateur de vie. Voilà, Après, je peux exactement. pas. L'idée, c'est pas que j'apparaisse comme un dieu en disant ça, en faisant ça, tu vois. Mais c'est vraiment vous rendre Moi, vous-même j'ai des dieux de vous-même, en fait. exactement. Moi, j'ai plutôt l'image de l'ordinateur et du jeu vidéo, tu vois. Mhm. Tu permets en fait le rewind ou Ouais, le save tiens bon bah j'ai testé un truc en impro, ça a l'air de fonctionner, il faut que je le refasse dans la vraie vie voilà, pour tester. c'est ça. Tout en fait c'est une safe place en fait pour tester et Pour tester, pour ouais. apprendre, pour mourir justement. Pour T'apprends mourir et pour à te voilà. rendre compte que finalement les tests ne sont pas, ils sont pas mortels, mais et que du coup tu peux les faire dans la réalité, quoi. Et donc, tester des variations de toi-même, parce que ces personnages-là, c'est des variations de vous-même. Comment je pourrais dire ça, le soi en tant que tel n'existe pas parce que on est dans une constante évolution. Oui, mais je suis timide. Oui, mais je suis introverti. D'accord, ok. Ça, pour moi, ça n'a pas vraiment de sens, en fait. Parce que tu peux créer des variations de toi-même. Tu peux être évolutif. C'est pas parce que je suis né dans un environnement où je devais fermer ma gueule que je vais fermer ma gueule toute ma vie. C'est pas logique. Ça voudrait dire que je m'enferme dans un schéma, donc je vais forcément mourir. Parce que je n'ai pas de capacité adaptative. On est des espèces évolutives. Donc, il faut en tirer parti pour créer des versions de soi pour évoluer et survivre. Chers auditeurs, si vous avez envie de rejoindre Drôle de Transition. Sensible, d'essayer ouais, bah, il faut bien, Ouais. hein. Vas-y, trop vite. Si vous avez envie, du coup, chers auditeurs, d'essayer ce fameux émulateur de vie, Ah, d'essayer c'est de bien. rentrer dans cette safe place pour vous entraîner à mourir. Entraîne-toi à mourir. Mais c'est ce que disait. C'est Socrate qui disait ça, quoi. Faut mourir tous les jours. Exactement. Mais c'est rigolo, enfin voilà, c'est rigolo. Donc bref, du coup, chers auditeurs, vous avez la possibilité d'essayer cet émulateur de vie qui est Drôle de Sensible grâce à mon code promo. Vas-y. C'est trop cool! Bien joué, bien joué. Voilà, du coup, vous avez le droit d'essayer un mois gratuit, donc soit le forfait chevalier, soit le forfait royal, voilà, qui est d'une valeur inestimable par rapport à son prix Ouais. réel, Tu fais des sachez-le. montages ou pas sur le truc ou pas? Ouais, Ok. ouais. Alors refais-la et dis un mois offert. Alors, du coup, C'est valable attends. pour toi aussi, cette strat. Je te l'annonce. Ok. Redis-le avec le mois Euh, offert. Ça change l'approche. ok. Du coup, chers auditeurs, si vous avez envie de rejoindre cet émulateur de vie, si vous voulez entrer dans cette safe place pour vous entraîner et apprendre à mourir, eh bien écoutez, vous avez un mois offert chez Drôle de Sensible grâce à mon code promo qui vous permet du coup de choisir en plus entre le forfait chevalier et le forfait royal qui sont chacun d'une valeur inestimable par rapport à leur prix réel. Mais voilà, donc il vous suffit d'aller sur le site de Drôle de Sensible, rentrer le code Zoé, Z-O-E, tout en majuscule, et puis voilà, vous pouvez rentrer dans cette merveilleuse communauté. C'est bien? Un petit mot de la fin, Antoine? Longue vie à la mort. Vive la mort! Voilà. Trop bien. C'est bien ça comme fin. C'est parfait. Longue vie à la mort. Et ben écoute, merci Antoine d'avoir été là, d'avoir partagé tout ça. Franchement, j'ai trouvé ça super intéressant, super fort, tout ce qu'on a partagé, même si on n'a pas énormément parlé d'impro, mais on y est revenu
de façon très élégante, je trouve. Mmh. Vraiment merci d'avoir été là. Je rappelle à nos auditeurs que non seulement vous avez droit à ce mois offert chez Drôle de Sensible, mais qu'en plus, si vous vous abonnez au podcast, eh ben, vous aurez une petite notification à chaque fois qu'il y a un nouveau qui sort. Mmh. Les podcasts se publient comme d'habitude tous les mercredis, tous les 15 jours. Et évidemment, comme d'habitude, en attendant, n'arrêtez jamais de prendre soin de vous. Merci de ton écoute. Pense à partager et à noter cet épisode.